Vous vous souvenez des antennes à mouvement inhabituel ? Je vous en avais parlé dans le 4e épisode, quand les militants de Théa sont retournés à la clandestinité. Mais oui, ce sont ces sortes de capteurs qui se développent chez les individus qui se cachent pour vivre. Eh bien, figurez-vous que chez certaines personnes, ces antennes deviennent très efficaces. On dit même que les plus performantes peuvent remplacer la vue ou l'ouïe. Il suffit d'une présence policière, même lointaine, même camouflée, même en civil, surtout en civil d'ailleurs, pour qu'elles réagissent et envoient un discret signal à leur propriétaire. Épatant, non ? Ce que l'humain peut déployer comme ressource quand il est en danger. Il m'a été donné de connaître cet incroyable phénomène en rencontrant Josu Urrutikoetxea, ce basque indépendantiste qui fut, si l'on en croit les journaux, un des plus grands dirigeants de Théa. Les antennes de Josu Urrutikoetxea sont devenues particulièrement sensibles en 17 ans de clandestinité. Plusieurs fois, elles l'ont averti d'une menace imminente et à chaque fois, il a pris la poudre d'escampette. Comme ce jour de juillet 2013, quelques mois seulement après son retour d'Oslo, alors qu'il vit dans un petit village en Ariège. Ces antennes captent quelque chose d'inhabituel, quelque part dans l'air du soir, et put, Josu Urrutikoetxea disparaît aussitôt dans la montagne. Le lendemain, quand les policiers de la sous-direction antiterroriste encerclent le village et la maison du Basque, il n'y est plus depuis longtemps. Et les gens du village, les agriculteurs, les voisins, sont interrogés sur ce retraité, dénommé Daniel, qui s'avérait être en fait un dangereux terroriste. Et les gens ils disaient aux flics, mais moi je m'en fiche de ce qu'il a fait. Moi je connais Daniel et je lui fais confiance, quoi. Il savait pas qui c'était, il connaissait rien de la lutte au Pays Basque. Tu crées des liens tous les jours, jour après jour, les gens ils te connaissent, quoi. Les joies, les tristesses, tout, le travail, les problèmes, toutes ces choses-là, tu les fais tiennes. Donc c'est énorme, c'est que j'ai appris de ces gens-là, quoi. En espérant toujours qu'ils ont appris un tout petit peu de moi aussi. Comme ça. Comment t'as su comment ils avaient réagi ? Parce que ma famille, elle a continué à aller là-bas, quoi. Elle continue à aller là-bas. Ma compagne, mes enfants et tous, ils vont là-bas, de temps en temps. Et ils vont là-bas parce qu'ils se sont attachés aussi au lieu ? Oui, au lieu, aux gens de là-bas. Imagine-toi que quand je suis parti, l'agriculteur de la ferme, il est allé passer un week-end de vacances au Pays Basque. Il a acheté un drapeau basque et il l'a mis devant sa porte. Là. Ah ouais, c'était une espèce d'hommage, quoi. Ah ouais. Comment finir une guerre ? Gerla bat nola bukatu. Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Euskal Herriko gatazka armatuaren bukaeraren istorio bat. Une série documentaire de Myriam Prévost, réalisée par Anna Bui, pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radiok ekoizturik. Arte Radio. Voix, violon et chant, Maya Iribarne Olagaray. Zortzigaren kapitulua. 8e et dernier épisode. Arma berriak. De nouvelles armes. C'est le dernier épisode. Celui où ETA n'existe plus. Celui qui regarde ce qui se passe aujourd'hui, maintenant que les armes sont rendues. Je voulais commencer par vous raconter ce qu'il est advenu de Josu Urrutikoetxea. Parce que son histoire dit aussi ce qu'il advient du conflit basque ces dernières années. Après sa fuite en juillet 2013, Josu finit par atterrir dans les Alpes, où il reprend une vie clandestine sous un autre nom.
Les années passent. Et puis, un jour de mai 2019, il se rend à l'hôpital de Sallanches. Il est malade et on doit l'opérer. Il n'a pas ses papiers sur lui. Il dit qu'il reviendra avec le jour de l'opération, soit 2 jours plus tard. La personne au guichet trouve ça louche, cet homme à l'accent étranger qui n'a pas ses papiers sur lui. Yoshu rentre chez lui et revient 2 jours après, comme prévu, pour l'opération. Dans le reste de l'actualité, l'arrestation ce matin en Haute-Savoie de l'un des plus influents chefs de l'organisation séparatiste basque ETA, dissoute en 2018, après 16 années de cavale. Il est aussitôt cueilli par une armée de policiers et envoyé immédiatement à Paris, direction l'antiterrorisme, sans même passer sur le billard. Bonjour Constance, que risque-t-il à présent ? Yoshu est accusé d'avoir été membre d'ETA pour les 2 périodes de négociations auxquelles il a participé, soit Genève en 2005-2006 et Oslo en 2011-2013. Le procès concernant la période 2011-2013 a lieu en juin 2021. Alors, il est accusé d'association de malfaiteurs terroristes. Son avocate s'appelle Laura Heinisch. C'est-à-dire d'avoir participé à une entente qui a pour but de semer la terreur et de troubler l'ordre public. Ce qu'on reproche, ce n'est pas un acte de terrorisme en particulier. Ce qu'on reproche, ce serait des actes préparatoires, en fait, qui auraient été faits. Alors, moi, je suis l'avocate de Yoshu Rutikovica, donc si vous voulez, des actes préparatoires, je les cherche toujours et je ne les trouve pas. On ne peut pas l'accuser juste d'appartenance à ETA ? Ça, c'est une vraie question. Alors, moi, j'ai une réponse. Déjà, on n'appartient pas à ces entreprises-là avec une carte et on ne s'en défait pas en déchirant une carte, quoi. Et qu'est-ce que c'est que l'intention quand on appartient à ces entreprises-là, quoi ? Est-ce que c'est vraiment une idéologie commune ? Lui, il appartenait à ce moment-là et il disait qu'il était membre, tout en disant « je veux faire la paix », en fait. Donc, il luttait contre une partie de son camp. Mais il n'y a pas de preuve dans le dossier de Yoshu Rutikovica. Si ce n'est une vie en clandestinité, si tant est que ce soit une preuve. La procureure de la République pense que c'en est une. L'avocate justifie les années passées à se cacher par la crainte de la torture en Espagne. Le procès se déroule sur 2 jours et la procureure de la République demande 5 années d'emprisonnement pour Yoshu Rutikovica. 3 mois plus tard, le rendu est donné par la juge. Yoshu est relaxé, en tout cas pour cette partie de l'accusation qui porte sur cette période de 2011-2013. C'est un grand soulagement pour le camp basque. Et pas seulement pour Yoshu, mais aussi parce qu'il y a une reconnaissance d'une démarche vers la paix. Qu'appartenir à ETA ne suffit pas à prouver qu'on a des intentions terroristes. Mais c'est une victoire qui reste encore fragile. Je demande à Laura Heinisch des précisions sur cette histoire de clandestinité et ce qu'elle me répond montre clairement que le conflit n'est pas encore fini. La présidente a retenu dans son jugement de relax que l'Espagne avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir torturé des États lorsqu'ils s'est retrouvés en prison en Espagne. Et donc nous, les avocats de la défense, on avait justifié que Yoshu Rutikovica, bien sûr, il ne se rendait pas en Espagne alors qu'il se savait poursuivi par l'État espagnol et qu'il était en clandestinité pour ne pas être arrêté par les Espagnols, puisque les Espagnols, à ce moment-là, torturaient les membres de l'ETA lorsqu'ils arrivaient à les arrêter. Et donc, dans le jugement, la présidente a dit qu'évidemment, c'était une bonne raison d'entrer en clandestinité, qu'on ne pouvait pas lui en tenir rigueur et qu'on ne pouvait pas en déduire qu'il était volontairement en fuite et qu'il conservait l'idéologie des États. Mais à l'audience, lorsqu'elle a rendu son jugement de relax, il y avait une quinzaine de journalistes espagnols qui prenaient en note exactement le jugement tel qu'il était rendu par la présidente. Et ça a duré pendant 20 minutes, le temps qu'elle explique les raisons pour lesquelles elle n'allait pas entrer en voie de condamnation. Et donc on entendait le cliquetis des doigts des journalistes sur les claviers de leurs ordinateurs. Et quand elle a dit que l'État espagnol avait été condamné pour des faits de torture, ils se sont tous arrêtés de noter. Et là, je me suis dit que ça, c'était de l'autocensure terrible. Des journalistes qui avaient, je ne sais pas, 40, 45 ans, qui n'étaient pas plus vieux que ça, et qui
dans les comptes rendus qu'ils allaient faire après, n'allaient pas noter cette raison-là. Et je me suis dit, mais des années plus tard, on en est encore là, alors que rien n'est inventé, puis tout est officiel. Enfin, ce sont des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, qui a condamné l'Espagne. Et je me dis que, en Espagne, manifestement, à ce que j'ai entendu ce jour-là, on ne peut toujours pas le dire. Yes. Ouais, mais bouche fermée, c'est plus chaud. Du coup, je te à l'intérieur. Moet je achternaam? Ja, Precies. Bye. Si aujourd'hui, la vérité sur le conflit basque ne peut pas se dire, ne peut pas non plus s'entendre, c'est que quelque chose bloque encore. Malgré l'autodissolution de TA, 1 an plus tard, en 2018. Malgré les regrets, les excuses que l'ancienne organisation armée a formulées avant de disparaître. Malgré toutes les avancées du côté basque, les États espagnols et français restent en arrière, continuent de regarder ailleurs, ne manifestent aucune volonté pour aller vers la paix. Mais pour finir une guerre, pour vraiment finir une guerre, être sûr qu'elle ne reviendra pas, il faut être deux. Si les deux camps n'arrivent pas à se parler, alors la guerre continue dans les mots et dans les récits qui en sont faits. C'est la même configuration que dans n'importe quel conflit. On sait bien que l'histoire elle est toujours écrite par les vainqueurs. Caroline Guibé-Lafaille, directrice de recherche au CNRS, travaille sur les violences politiques légales et illégales. C'est simple, il suffit de lire les grands quotidiens nationaux espagnols et puis voilà, vous avez le récit fait par Madrid où on a, grâce à des moyens démocratiques, nous sommes venus à bout de la bande terroriste. Voilà. Les moyens démocratiques, c'est des milliers de gens torturés, c'est des disparus. C'est pareil, là, la démocratie... Voilà, donc la question c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de place dans le débat politique pour une voix qui soit de l'autre part du conflit. Aujourd'hui l'enjeu il est beaucoup sur la reconnaissance des victimes des deux côtés, parce qu'on a l'impression, et c'est qu'il y a eu des victimes que de la part en fait du terrorisme entre guillemets basque. Or c'est pas le cas du tout. Quand il y a eu un affrontement armé, quelle que soit la façon dont on le qualifie, conflit, guerre, etc., les deux font des victimes. C'est quoi le problème de le reconnaître ? Les gens vivent ensemble sur le même territoire, et si on veut continuer à vivre ensemble encore, dans les meilleures conditions, on ne peut pas faire autrement que de se parler. Parce que si vous écrasez les gens, de toute façon c'est toujours comme ça que ça arrive. Hein. À partir du moment où vous écrasez les gens, au bout d'un moment ils n'en peuvent plus. Quoi. Et quand ils n'en peuvent plus, ça revient. C'est-à-dire c'est mécanique, c'est documenté, je ne fais pas de la prophétie auto-réalisatrice, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà, si on ne s'accepte pas, on n'y arrive pas. Le premier pas dans un processus de paix, c'est de reconnaître effectivement que on n'est pas d'accord sur les causes du conflit, on n'est pas d'accord sur les solutions à ce conflit-là, mais il y a un conflit politique et donc il faut s'atteler à le transformer. Véronique Dudoué est à Berlin. Elle travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Berghoff et qui fait de la médiation internationale pour accompagner les transformations de conflits violents en conflits non violents. À la table de négociation, déjà, il doit y avoir une acceptation qu'on a chacun une vision du conflit et de l'histoire et qu'on ne va pas en discuter maintenant, qu'il y aura des moments et des espaces pour ça, mais qu'on accepte d'écouter ce que l'autre a à dire et on accepte l'autre comme un interlocuteur valable avec sa vision des choses. Et puis, quand il y a un accord de paix qui est signé, il va y avoir des mesures mises en place pour, par exemple, la réconciliation ou le vivre ensemble, ça dépend comment on veut appeler ça. Après, il va y avoir des initiatives qui vont venir plus de la base, des associations qui vont essayer, par exemple, de travailler avec les écoles, travailler avec les médias pour permettre que ces différents récits puissent être mis côte à côte, puissent être étudiés et pour que chaque côté entende le récit de l'autre. Au Pays basque, ça se fait déjà depuis plusieurs années.
Des victimes d'ETA peuvent par exemple rencontrer des anciens membres de l'organisation armée. Des victimes des GAL, ces commandos paramilitaires créés et financés par l'État espagnol, sont parfois commémorés publiquement. Mais ces initiatives restent locales et on est encore loin du dialogue avec les États. Alors pour continuer d'avancer, les Basques travaillent avec ces experts internationaux comme Véronique Dudoué pour comprendre et se former aux différentes manières de réparer les dégâts d'une guerre. En fait, au Pays basque, tous les ingrédients sont réunis pour une paix durable. Il manque juste que les États viennent s'asseoir à la même table et acceptent de considérer les acteurs basques comme des interlocuteurs valables. Mais ce n'est pas encore le cas, et parfois ça décourage. Il reste beaucoup de luttes à mener pour accéder à une reconnaissance du conflit basque. Certains s'inquiètent pour la génération future. Véronique Dudoué, elle, se veut rassurante. Alors moi, une chose qui me fascine et qui m'encourage, c'est que je suis convaincue que les membres de l'ETA, en tout cas, ont vraiment fait un pas irréversible. Une des raisons, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment eu une recherche du consensus, parce qu'il y a eu vraiment cette volonté de s'assurer que tout le monde était derrière cette décision, tout le monde la soutenait. Donc je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière vers un scénario ETA. Après, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui disent « mais on a tout ça pour ça », il n'y a pas d'avancée sur le sort des prisonniers, les victimes pensent sûrement que c'est pas encore allé assez loin, donc c'est sûr qu'il doit y avoir des frustrations d'un côté et de l'autre. Moi, je leur dirais, regardez en Irlande du Nord, regardez en Afrique du Sud et ailleurs, ça prend 2 générations à apaiser ces braises-là. Et c'est déjà incroyable. Il faut pas penser... je sais, c'est facile à dire de l'extérieur. Ne pensez pas à tout ce qui n'a pas encore été accompli, mais regardez tout ce qui a déjà été accompli, et c'est énorme. Ça veut dire quoi, Animalia Aïseta? Je suis un animal et... Mais ça prend 2 sens en basque. Ça veut aussi dire parce que je suis un animal. Parce que je suis un animal. Ce n'est que le début de quelque chose. C'est la fin de rien. C'est-à-dire que nos buts politiques sont là. Et donc, ça sera tout le monde, hommes et femmes, organisés dans le mouvement de libération nationale et au-delà aussi. Des gens qui ne sont pas indépendantistes, mais qui sont pour le droit d'autodétermination. Donc, tout ce monde-là, qu'il faudra qu'on arrive à nos buts. Pendant plus de 4 heures, Yoshu Urutikoetxea m'a raconté sa vision du conflit. À ce moment-là, il y a quelque chose qui m'obsède. J'arrive pas à comprendre comment on peut s'engager dans une organisation armée et vouloir faire la paix en même temps. Et pourtant, d'un autre côté, je sais qu'il y a une cohérence dans son histoire. Je le sais parce que je fais confiance à Yoshu. Je vois bien qu'il écoute mes incompréhensions, qu'il prend le temps de réfléchir, qu'il essaie de trouver les mots justes. J'ai confiance en Yoshu comme j'ai eu confiance en mes interlocuteurs et interlocutrices de ce camp basque. Parce que tous et toutes ont à cœur de vouloir s'expliquer le plus justement possible. Donc je demande à Yoshu ce qu'est la paix pour lui et s'il se considère pacifiste. C'est-à-dire, c'est un mot, c'est comme la paix, quoi. C'est un mot qui a été vidé de contenu. De la même façon que le mot liberté ou démocratie a été vidé de contenu. Parlons-en de contenu. Moi, ce que je voudrais, une véritable paix dans mon pays. Est-ce que ça, pour toi, c'est une définition de pacifiste? C'est-à-dire, moi, je serais toute ma vie un révolté pour une raison très simple. Je souhaiterais très bien que le Pays basque soit indépendant, mais pas que. Parce que même si on vit dans un Pays basque indépendant, mais je vois des problèmes sociaux, des problèmes
dans la jeunesse, des problèmes avec les retraités, les problèmes avec les immigrants, je ne serais pas en paix. Je ne pourrais pas être en paix. Parce qu'il y aurait quelque chose pour lequel lutter. D'abord, je ne pourrais pas être en paix avec moi-même si je ne lutte pas. Donc, en paix, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas de violence armée qu'on est en paix? Quand il y a eu des centaines d'ouvriers qui sont, en utilisant le prétexte de la pandémie, mis au chômage, quand les immigrants ils sont traités, ils meurent en passant la Méditerranée, mais pas que. Mais maintenant, ils meurent en essayant de traverser la frontière étatique au Pays Basque entre l'État espagnol et l'État français. Quand tu vois tout ça, ça c'est la paix. Mais c'est pas la paix que je voudrais, quoi. Pas du tout. Mais j'ai confiance en notre peuple, j'ai confiance dans la jeunesse. Et malgré ça, je crois qu'on va dépasser ce cap aussi. Avec tous et toutes ce qu'on a dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos tripes, souvent, on va les convertir en combustible pour reconstruire notre pays, quoi. C'est ça. Avec ça, jusqu'à la fin du monde. Gerla bat nola bukatu dokumentala entzun berri duzue, Euskal Herriko gatazka armatuaren bukaeraren istorio bat. Miriam Prévoren serie dokumental bat. Ana Buik zuzendurik. Arte Radiok ekoizturik. C'était Comment finir une guerre, une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Une série documentaire de Myriam Prévost, réalisée par Anna Bui et produite par Arte Radio. Erbiak, lasterka errian, lurpeko etxeko bidian erdian. Avec la participation des musiciennes du groupe Abia, Maya Iribarne Olagaray, Elena Aira, Amaya Iriart. Dans cette série, vous avez entendu les récits et éclairages de Yoshu Rutikoetxea, Eki Eremundegi, Peyo Echeverrien-Chart, Aurore Martin, David Pla, traduit par Antion Arignor-Doki, Sylvia Nalo, Irache Sorsabal Diaz, Pauline Guel, Tchetch Echeverry, Michel Berroco-Irigouin, Jean-René Echegaray, Laure Heinisch, Caroline Guibé-Lafaille et Véronique Dudoué. Et puis il y a celles et ceux dont vous n'avez pas entendu la voix, mais que j'ai rencontrés, écoutés, et qui ont contribué à nourrir ma compréhension de cette histoire. Anaïs Funosas, Anita Lopepe, Agouche Hernan, Argui Perorena, Chantiana Cachno, Christian Aguerre, Françoise Sironi, Denis Okeli, Gabi Muesca, Giuliano Cavatera, Christiane Echalous, Nekane Chapartegui, Sophie Vanish, Egoitz Urutikoetxea et Yenofa Berroco-Irigouin. Je les remercie tous et toutes pour avoir donné leur version de l'histoire. C'est avec tous ces récits qu'on fabrique des vérités jamais figées, toujours mouvantes. Musique de fin, Blogne, avec le titre Herbiak, lièvre en basque. Liens, ressources, infos sont à retrouver sur la page Arte Radio de cette série.